Je sors juste prendre l'air, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Son verre de vin était encore à moitié plein, mais ses yeux n'étaient pas sur moi. Ils étaient sur lui. Au début, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Qu'un rire trop fort et un contact trop proche n'étaient que les simples familiarités d'une soirée entre amis. C'est ce que Lena disait toujours. Tu surinterprètes les choses, Gabriel. Alors, je l'ai laissé partir, je les ai laissés dériver vers les arbres derrière notre maison d'été pendant que les invités trinquaient et jouaient à des jeux de pelouse comme si de rien n'était. Mais mon instinct ne me laissait pas tranquille. Il ne le fait jamais quand on me ment. Quand je les ai finalement trouvés, nichés sous la voûte de bouleau derrière le foyer, je n'ai pas entendu de flirt. J'ai entendu des murmures. Sa voix était douce. Son visage était penché vers elle comme s'il essayait de le mémoriser. Ce rire n'était pas son rire poli. C'était celui qu'elle réservait à l'intimité. À moi. Tu disparais toujours comme ça quand je suis dans les parages, ai-je demandé, entrant dans la scène comme un réalisateur criant, coupé. Lena a sursauté. Gabriel, qu'est-ce que tu... Son collègue, un type du marketing nommé Brent avec des mains douces et des mocassins sur mesure, s'est redressé et s'est avancé vers moi. Il faut que tu te calmes, mec. Ne me sors pas ton mec. Il a levé les mains comme si cela allait me calmer. On ne faisait que discuter. Vraiment? C'est comme ça que vous appelez respirer dans le cou de quelqu'un maintenant? Le ton de Lena est devenu sec, défensif. Gabriel, arrête. Tu te mets dans l'embarras. Non, ai-je dit, la voix basse. Je m'assure de ne pas manquer le moment où ma femme détricote notre mariage dans un jardin qu'elle a elle-même décoré. Brent est de nouveau intervenu. Écoute, si c'est un malentendu, peut-être que tu devrais respirer un bon coup. Je ne l'ai pas laissé finir. Le coup de poing a atterri en plein dans sa mâchoire. Ses pieds ont glissé dans la terre et il est tombé en arrière, sonné. Lena a crié une seule fois avant de se précipiter pour s'agenouiller à ses côtés. Il a gémi, les mains levées comme un lâche terrassé, marmonnant quelque chose sur le fait qu'il ne savait pas qu'elle était mariée. Mais je n'écoutais pas. J'ai regardé Lena. Son visage était pâle, ses yeux brillants. Elle s'est levée, les bras croisés, les lèvres tremblantes. Tu viens d'agresser quelqu'un devant mes collègues. J'ai fait un pas de plus, le cœur battant à tout rompre. Tu viens d'offrir ton sourire intime à quelqu'un d'autre, et tu penses que c'est moi le problème. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ne déforme pas les choses, ai-je dit. J'ai vu ce que j'ai vu. Les larmes lui sont montées aux yeux. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. Non. Alors pourquoi chuchotiez-vous sous les arbres comme des adolescents cachant un secret? Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas couché avec lui. Mais tu en avais envie, ai-je dit, plus doucement maintenant, n'est-ce pas? Ce silence était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis retourné et j'ai dépassé les invités, la musique, les faux rires. Pas d'au revoir, pas de scène. Parce que la vraie scène avait déjà eu lieu, et elle était plus laide que n'importe quelle assiette cassée ou insulte criée. C'était la trahison, enveloppée de silence, murmurée sous les bouleaux. Laissez-moi revenir en arrière. Avant tout ça, j'étais le silencieux dans un mariage que les gens qualifiaient d'exemplaire. Je concevais des maisons. Fonction, forme, fondation. Des choses faites pour durer. Lena, elle, était le feu. Des talons hauts, des mots encore plus acérés, grimpant l'échelle sociale plus vite que je ne pouvais en dessiner une. Je pensais que nous étions une équipe. Maintenant, tout ce que je voyais, c'était une femme qui se cachait derrière des sourires. Et moi? Je n'allais plus jouer l'imbécile qu'elle pouvait contrôler. Rester dans le coin, car ça, ce n'était que l'allumette. L'incendie est encore à venir. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. J'ai conduit jusqu'à ce que les montagnes se transforment en champs et que les champs se transforment en silence. Quelque part entre minuit et le regret, je me suis garé dans l'allée de Thomas. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste mes phares perçant le brouillard comme si je cherchais quelque chose que je n'avais pas encore nommé. Thomas, mon meilleur ami depuis l'université, maintenant charpentier avec plus de bon sens que je ne lui en ai jamais accordé, a ouvert la porte dans un sweat à capuche délavée, clignant des yeux à moitié endormis. « Tu as une sale tête », a-t-il dit. « Je pourrais utiliser ton canapé. » Il s'est écarté sans poser d'autres questions. Nous n'avons pas beaucoup parlé cette première nuit.
Je me suis effondré sur son canapé-lit avec le poids de tout qui m'écrasait comme du béton humide. L'image du visage en larmes de Léna hantait le plafond au-dessus de moi. Non pas parce que j'avais pitié d'elle, mais parce qu'une partie tordue de moi voulait encore la croire. Elle m'a envoyé un message le lendemain matin. Léna, je suis tellement désolé. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. S'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Mon pouce a plané sur le clavier plus d'une fois. Parce que la vérité, c'est qu'une partie de moi voulait croire que j'avais réagi de manière excessive. Que tout n'était qu'un malentendu social. Que le regard dans les yeux de Brent n'avait pas été du désir et celui de Léna n'avait pas été une permission. Peut-être que j'avais tout vu de travers. Peut-être que j'avais ruiné une bonne chose dans un accès d'insécurité. C'est ce qu'elle voulait que je croie. Au moment où Thomas a versé le café, j'étais déjà en train de me replier sur moi-même. Elle dit que c'était innocent, ai-je marmonné, la tasse chaude dans mes mains tremblantes. Peut-être que j'ai tout gâché. Peut-être que j'ai fait exploser notre mariage pour une conversation. Thomas n'a rien dit pendant un moment. Il s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés, me regardant comme s'il observait quelqu'un sur le point de traverser en plein trafic. « Gabriel » a-t-il dit lentement. « N'ose même pas. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Ne te retourne pas le cerveau pour protéger son mensonge. Tu es plus intelligent que ça. » J'ai ouvert la bouche, mais il m'a coupé. Je connais Léna. J'ai vu comment elle manœuvre dans une pièce. Elle est calculatrice, mon frère. Chaque mouvement, chaque mot. Tu penses qu'elle a accidentellement disparu dans les arbres avec un joli garçon du travail pendant que tu organisais la fête ? Elle était saoule. Elle ne l'était pas, a-t-il lancé. Et même si elle l'était, on ne se penche pas dans le souffle de quelqu'un parce qu'on est pompette. On fait ça quand on pense que personne ne regarde. Sauf que tu regardais. J'ai baissé les yeux. Ma mâchoire s'est crispée. La voix de Thomas s'est adoucie, mais n'a pas perdu de son tranchant. Tu as tiré un fil, Gab. Ne la laisse pas le retricoter dans le pull. Mais peut-être que j'aurais dû attendre. Poser plus de questions. Parler. Tu as essayé. Elle a menti avec ses yeux. Et si tu y retournes maintenant, tu ne répares pas le mariage. Tu l'entraînes à mieux mentir la prochaine fois. Le silence s'est étiré entre nous comme un verdict. Puis il a dit, tu veux arranger ça ? Alors arrête de penser comme son mari et commence à penser comme son témoin. Ça a frappé comme une pierre. Il avait raison. Je n'avais pas besoin de plus d'excuses ou de plus jolis mensonges. J'avais besoin de clarté. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'espace. Et c'est là que j'ai compris quel devait être mon prochain mouvement. J'ai levé les yeux de mon café et pour la première fois depuis cette nuit sous les bouleaux, mes mains ont cessé de trembler. Je crois que je dois disparaître un moment, ai-je dit doucement. Thomas a haussé un sourcil. Disparaître ? J'ai hoché la tête lentement. La laisser penser que je guéris pendant que je me prépare. Une longue pause. Puis finalement, Thomas a hoché la tête, un sourire sombre se dessinant au coin de sa bouche. Ça, c'est le Gabriel que je connais. Je lui ai laissé un message vocal. Pas un SMS, pas un appel, juste 31 secondes de douceur calculée enregistrée dans un coin tranquille du garage de Thomas. Hey, j'ai juste besoin d'un peu de temps seul. Ce week-end a été éprouvant. Je ne dis rien de définitif, mais j'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. Je te contacterai quand je serai prêt. Je l'ai dit sur le ton pour lequel elle craquait autrefois, le Gabriel calme et mesuré qu'elle appelait son rock. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce rock avait commencé à bouger. J'ai fait un sac de sport, j'ai attrapé mon carnet de croquis et j'ai conduit vers le nord. Pas vraiment une retraite, mais un hôtel tranquille à 2 villes de là, un hôtel avec des tapis usés, des murs neutres et un réceptionniste qui se fichait de savoir pourquoi je m'enregistrais en solo. J'ai dit à Léna que j'étais en retraite d'architecture. Quelque chose sur le design rustique moderne, le dessin en solitaire, la renaissance créative. Elle l'a cru parce qu'elle voulait le croire. Elle voulait que ce soit temporaire. Un homme léchant ses blessures, un mari se calmant jusqu'à ce qu'il puisse être convaincu de réintégrer l'histoire qu'elle avait déjà réécrite dans sa tête. Mais je ne revenais pas en étant le même homme. Cette première nuit à l'hôtel,
j'ai fixé le plafond, écoutant le bourdonnement du mini-réfrigérateur. Pas de télé, pas de musique, juste le silence. Pas le silence lourd de notre chambre commune. Celui-ci était plus propre, plus chirurgical. J'ai sorti une serviette en papier avec un numéro griffonné dessus. Le contact de Thomas, un détective. Discret, cher, habitué à gérer les affaires de cœur déguisées en conférences de travail et en soirées entre filles. J'ai fixé les chiffres pendant un long moment. Mon pouce a plané, ma mâchoire s'est serrée, puis j'ai composé. La voix qui a répondu était nette, polie et complètement indifférente au chaos derrière mon appel. Enquête City Service, Cerise. Comment puis-je vous aider? Je n'ai même pas scié. Je pense que ma femme me trompe, ai-je dit. Reese n'a pas fait de pause. Non, emploi du temps, adresse, dernier comportement suspect. Commencez à parler. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai abandonné ma dignité morceau par morceau. Horaire de travail, calendrier social, le nom de Brent, le collègue de la fête, ses lieux de prédilection, sa salle de sport, sa soudaine habitude de garder son téléphone face contre table. Reese a tout absorbé comme un chirurgien se préparant pour une opération. Propre, professionnel, vide de pitié. Quand j'ai eu fini, elle a dit, vous aurez des mises à jour hebdomadaires, à moins que quelque chose d'important n'arrive plus tôt. Et juste comme ça, j'avais un complice. Pas pour la vengeance, pas encore, mais pour la vérité. Les jours se sont estompés après ça. Je suis resté à l'hôtel, esquissant des bâtiments vides auxquels je ne croyais pas, regardant les gouttes de pluie ramper sur la fenêtre comme des pensées que je ne pouvais pas chasser. Je n'ai pas contacté Lena, et à son crédit, elle n'a pas insisté. Juste quelques SMS, je pense à toi, et une photo du chien dormant de mon côté du lit. Elle pensait jouer sur le long terme. Elle ne savait pas que le plateau de jeu avait déjà changé. La chambre sentait le violin et le nettoyant industriel. Les murs étaient blancs cassés. Mes repas arrivaient dans des contenants à emporter. Et pourtant, je dormais plus profondément que je ne l'avais fait depuis des semaines, parce que j'avais un plan. Parce que pour une fois, je ne courais pas après le pardon. Je courais après les faits. Et quand les faits arriveraient enfin, je serais prêt. Une semaine plus tard, je me tenais devant notre porte d'entrée avec un bouquet de lys blanc dans une main et le genre de sourire qu'on arbore aux enterrements. Lena a ouvert la porte comme si elle n'avait pas pleuré toutes les nuits de mon absence. Son maquillage était subtil, ses cheveux lissés, un cardigan doux au lieu de son blazer habituel. Elle ressemblait à une femme répétant la sincérité dans le miroir avant d'ouvrir la porte. « Hey » a-t-elle murmuré. « Hey » ai-je dit en lui offrant les fleurs. Elle a cligné des yeux en les regardant, stupéfaite, comme si elle ne s'attendait pas à de la douceur, comme si elle ne croyait plus que j'en avais en moi. Je n'en avais pas, mais elle n'avait pas besoin de le savoir, pas encore. Nous nous sommes assis dans le salon, le même où elle se blottissait autrefois sur mes genoux avec son ordinateur portable en équilibre et me demandait mon avis sur des palettes de couleurs. Cette pièce avait autrefois été la nôtre. Maintenant, c'était un terrain neutre. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit, a-t-elle dit doucement, sa voix tremblant de cette manière que les femmes utilisent quand elles veulent que vous endossiez le rôle de sauveur. Moi non plus, ai-je répondu, la voix chaude, le ton désarmant. Mais nous avons besoin d'aide, pas seulement d'espace. Un vrai plan. Elle a hoché la tête trop rapidement. Une thérapie de couple, ai-je proposé. Essayons quelque chose de structuré, de sûr, avec quelqu'un de neutre. Lena a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Oui, a-t-elle dit immédiatement. Mon Dieu, oui. Je ferai tout ce qu'il faut. Bien sûr que tu le feras, ai-je pensé. Parce que tu crois que c'est ta chance de reprendre les commandes. Notre première séance a eu lieu dans un bureau chic du centre-ville. Murs blancs, art apaisant, décor minimaliste conçu pour paraître cher mais non menaçant. Une femme nommée Diane s'est assise entre nous avec un bloc-notes et une voix aimable. Lena a parlé la plupart du temps. Je veux juste que nous nous sentions à nouveau proches, a-t-elle dit en tamponnant les coins de ses yeux. Les choses sont bizarres, et je sais que c'est de ma faute. Diane a hoché la tête avec sympathie. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé sentir le silence. Je l'ai laissé assumer sa culpabilité officiellement, parce que ce que Lena ne savait pas, c'est que j'avais un mince stylo noir dans la poche de ma poitrine. Pas juste un stylo, mais un enregistreur. À activation vocale, crypté.
Thomas me l'avait trouvé. Il avait dit, si tu pars en guerre, tu apportes les bonnes armes. Alors, j'ai souri pendant les séances, j'ai hoché la tête quand c'était approprié. J'ai posé des questions à consonance vulnérable comme, te sens-tu toujours connecté à moi, ou, qu'aurais-je pu faire différemment? Elle a mordu à l'hameçon à chaque fois, parce que Léna n'essayait pas de reconstruire un mariage. Elle essayait d'effacer ses erreurs. Je me suis assuré que chaque mot était capturé. Au cours des 3 semaines suivantes, nous sommes devenus ce couple, celui qui guérit, celui qui trinque au-dessus de Pat en parlant de communication et de nouveaux départs. Elle allumait des bougies dans la chambre. Portait ce parfum que j'aimais autrefois. Sa main frôlait la mienne pendant que nous plions le linge, comme si cela signifiait quelque chose. Mais chaque fois qu'elle tendait la main, je pensais à ce moment sous les bouleaux. Au fait qu'elle ait laissé un autre homme s'approcher si près. Au fait qu'elle n'ait rien dit quand je suis parti. Ce silence m'avait tout dit. Maintenant, c'était à son tour d'y vivre. Elle ne sait pas que je suis toujours en contact avec Reese. Elle ne sait pas que j'écoute ses enregistrements de thérapie tard dans la nuit pendant qu'elle dort à côté de moi comme si de rien n'était. Et elle ne sait certainement pas que je suis déjà en train d'assembler le puzzle dans son dos. Un puzzle qu'elle m'aide à compléter. Pièce par pièce. J'ai réemménagé complètement à la fin de la semaine. Mon sac de sport a disparu de la chambre d'amis. Ma brosse à dents a retrouvé son verre. Notre lit, autrefois un champ de bataille froid et partagé de jugements silencieux, brillait maintenant de draps frais et de l'espoir renouvelé de Léna. De l'extérieur, nous avions l'air réparés. Je m'en suis assuré. Chaque matin, je l'embrassais sur la tempe avant de partir au travail. Chaque soir, j'apportais des fleurs ou des plats à emporter, ou une petite babiole d'une boutique qu'elle aimait autrefois. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, comme avant, je hochais la tête pensivement quand elle parlait, je riais même quand elle faisait une blague sèche sur son patron qui n'y comprenait rien. Et Léna s'est épanouie sous ce traitement. Elle a recommencé à porter de la couleur, des roses doux, des verts pleins d'espoir. Je trouvais des petits post-it sur le miroir de ma salle de bain, tu étais particulièrement beau aujourd'hui. Elle, ou, dîner pour moi ce soir. Hâte de te retrouver. Elle était à fond. Cœur, corps, âme. Et moi, je documentais. Je l'observais attentivement, mesurais chaque scintillement de son expression, non par affection, mais par stratégie, parce que cette femme m'avait presque brisé, et maintenant elle me laissait l'étudier. Un soir, j'ai allumé des bougies avant qu'elle ne rentre, je lui ai massé les épaules jusqu'à ce qu'elle fonde, je lui ai versé un verre de rouge avec le dîner, j'ai mis un de ses vieux disques de jazz, celui qu'elle faisait tourner pendant les nettoyages du dimanche. Elle a eu les larmes aux yeux à table, a tendu la main vers la mienne. Tu nous as tellement manqué, a-t-elle murmuré. J'ai cru que je t'avais perdu. J'ai serré sa main et j'ai dit, tu ne m'as jamais perdu. Elle n'a pas entendu la seconde moitié de cette phrase qui jouait silencieusement dans ma tête. Tu ne sais simplement pas qui tu as récupéré. Léna a commencé à m'envoyer plus de SMS pendant la journée, des selfies du bureau, des nouvelles de ses pauses déjeuner, des photos des chiens dormant sur le dos sur le canapé. Ses murs étaient tombés. Elle croyait que nous reconstruisions. Mais je ne posais pas de briques. Je tendais des pièges. Chaque petite faveur, chaque baiser doux, chaque moment de réconfort que je lui donnais, c'était un appât. Et elle le prenait à bras ouverts. Parfois, tard dans la nuit, je la regardais dormir, paisible, le visage détendu, la respiration lente. Et je me demandais qui elle était maintenant, si la femme que j'avais épousée avait jamais vraiment été dans ce corps, ou si elle avait simplement porté l'amour comme une armure jusqu'à ce que quelqu'un de plus brillant arrive et qu'elle jette le reste. Mais voici le rebondissement qu'elle ne voit pas venir. Ce n'est pas une histoire de réconciliation. C'est un adieu au ralenti. Un adieu qui ressemble à une lune de miel. Et je veux que chaque moment soit gravé dans sa mémoire pour que, lorsque le sol se dérobera enfin sous ses pieds, elle ne le voit même pas venir. Je veux dire, je pensais que c'était inoffensif, a dit Léna lors de notre 6e séance de thérapie, ses doigts tordant nerveusement l'ourlet de sa manche. C'était flatteur, oui, mais pas sérieux. Je n'avais pas prévu que quoi que ce soit se passe. Diane, notre thérapeute, a hoché la tête lentement. Mais quelque chose s'est passé. La voix de Léna s'est adoucie pour prendre ce ton coupable qu'elle utilisait lorsqu'elle était prise en flagrant délit de demi-vérité. Pas vraiment. Il y avait juste beaucoup d'attention, et Brent était insistant. Je me suis senti de nouveau vu. J'ai fixé le coussin du canapé entre nous,
silencieux, pas en colère, pas accusateur, juste présent, enregistrant. Elle se décomposait doucement. De la manière dont les gens coupables le font quand ils pensent que le pardon est déjà en cours. Ils n'avouent pas pour éclaircir l'air. Ils avouent pour remodeler l'histoire, pour contrôler les retombées. Diane a demandé, s'est-il passé quelque chose de physique entre vous deux? Léna m'a d'abord regardé brièvement, puis est revenue à Diane. Il y a eu un baiser. Juste une fois, dans le parking souterrain. C'était stupide. Je lui ai dit que ça ne pouvait pas aller plus loin. Je n'ai pas scié. J'ai juste rangé les mots. Baiser. Parking souterrain. Une fois. Ne peut pas aller plus loin. C'était sa version de la vérité. Taillé, poli, encore acceptable. Mais je connaissais déjà la vraie version. Riz l'avait confirmé 3 nuits plus tôt. L'email était court. Clinique. Client, Léna Voss. Sujet, Brent Ehrlich. Date confirmée, 3 août, 10 août, 13 août. Lieu, 1, Parking Luxe Fitness, 19h52. 2, Complexe d'appartements Fulton Flat, 21h11. 3 Blue Ridge Inn, chambre 308. Payé en espèces, 18h38. Photo jointe. Audio en attente. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de fermer l'ordinateur portable. Brent n'était pas seulement insistant. Il était reçu. De retour en thérapie, j'ai tendu la main sur le canapé et j'ai doucement posé ma main sur la sienne. Merci d'être honnête. Les yeux de Léna se sont remplis de larmes. Je ne voulais juste plus me sentir invisible. Tu étais si occupé, si distant. Je ne savais pas comment le dire. Diane a souri. Le genre de sourire que les thérapeutes utilisent quand des ponts semblent se former. C'est une étape très importante, vous deux. Et Léna s'y est accrochée, prise au piège de sa propre version de la rédemption. Mais ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'est que j'empilais déjà ces mots comme des briques pour le mur contre lequel elle finirait par se heurter. Plus tard dans la soirée, de retour dans notre cuisine, elle a enroulé ses bras autour de moi par derrière alors que je rinçais un verre de vin. Merci, a-t-elle murmuré contre mon épaule. De m'aimer encore. Je me suis retourné, je l'ai embrassée sur le front. Je tiens à mes vœux. Et encore une fois, elle n'a pas entendu la seconde moitié dans mon esprit, même quand tu les réduis en cendres. Chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, je sauvegardais les enregistrements, cataloguais chaque parcelle de vérité qu'elle offrait. Les mots, attention, connexion émotionnelle, juste besoin de me sentir à nouveau vivante. Tous empilés comme du petit bois. Riz a envoyé le premier clip audio de la rencontre dans le garage. Ce n'était pas juste un baiser. Ce n'était même pas bref. Il y avait des rires, des invitations murmurées, sa voix disant « j'en avais besoin », sur un ton que je n'avais pas entendu depuis avant notre mariage. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste appuyé sur play, encore et encore et encore. Non pas parce que j'appréciais la douleur, mais parce que je voulais brûler les derniers restes d'espoir de mon système. Je devais cesser de chercher la version de Léna que j'avais épousée. Elle était partie. Ce qui restait était un mirage, une performance soigneusement orchestrée, construite sur la mémoire musculaire et les photos partagées sur notre cheminée. Elle m'envoyait toujours des SMS pendant la journée, des cœurs, des selfies, des nouvelles sur la machine à café du bureau qui était de nouveau en panne. Et je répondais comme un mari amoureux, parce que plus elle se sentait proche de moi, plus elle se livrait librement. Tout a commencé par une simple enveloppe Kraft. Pas d'adresse de retour, juste son nom imprimé proprement sur le devant. Je l'ai posté au service des ressources humaines de son entreprise, la même entreprise qui se vantait de sa culture de leadership axée sur les valeurs à chaque séminaire du conseil d'administration. À l'intérieur se trouvait une transcription, un extrait coupé de notre séance de thérapie, nettoyé et anonymisé, mais indubitablement sa voix. Ce n'était pas sérieux, mais oui, nous nous sommes vus dans un hôtel. C'était plus pour se sentir désiré qu'autre chose. Ce n'était pas professionnel, bien sûr que non. Mais ça m'a donné quelque chose dont j'avais besoin. Pas de contexte, pas de commentaires, juste les mots. Je savais exactement ce que je faisais. Il ne la licencierait pas. Pas immédiatement. Mais les chuchotements commenceraient. Les portes se fermeraient plus rapidement quand elle entrerait dans les salles de conférence. Ce dîner annuel de la filière leadership qu'elle convoitait, disparut avant même d'être au calendrier.
À la fin de cette semaine, 3 autres enveloppes sont parties. Une à sa mère, une à nos anciens amis communs, du genre qui postaient des hommages d'anniversaire avec des légendes comme « Le véritable amour existe encore ». Et une à la petite amie de Brent. Chacune contenait des choses différentes, des photos, des bribes, des documents anonymisés. Je n'étais pas imprudent. Je n'étais pas cruel. J'étais chirurgical, précis, et surtout, je n'envoyais jamais plus que ce dont ils avaient besoin pour commencer à tout remettre en question. Léna l'a senti au 6e jour. Elle était assise à la table de la cuisine ce matin-là, téléphone dans une main, un smoothie à peine touché dans l'autre. Ils ont annulé le dîner d'équipe, a-t-elle murmuré en fixant son écran. Étrange, ai-je dit en sirotant mon café. Tu ne devais pas prendre la parole à cette occasion ? Elle a hoché la tête lentement. Ouais, mais ils ont dit qu'ils repensaient à l'ordre du jour. J'ai gardé les yeux sur le journal. Probablement juste un problème d'horaire. Mais je savais que ce soir-là, son téléphone vibrait moins. La conversation de groupe sur laquelle elle riait pendant le dîner est restée silencieuse. Les SMS habituels de sa mère, « Quand est-ce que tu viens nous voir ?», ont été remplacés par des messages plus froids et plus courts, « J'espère que tu vas bien ». On la mettait doucement à l'écart. Exactement comme prévu. La paranoïa s'est installée lentement. Je l'ai observée de loin. Elle a commencé à poser des questions. Innocente au début. As-tu parlé à quelqu'un de l'entreprise ? Non. As-tu eu des nouvelles de ma mère ? Pas plus que d'habitude. Puis un peu plus direct. As-tu déjà mentionné à quelqu'un ce dont nous avons parlé en thérapie ? J'ai penché la tête. Bien sûr que non. Elle a hoché la tête, mais le froncement de sourcils est resté sur ses lèvres. Ses doigts ont tapoté le comptoir pendant trop longtemps. La semaine suivante, elle ne dormait plus bien. Elle se réveillait en sursaut à 3 heures du matin, se déplaçait pieds nus dans la cuisine, puis revenait avec une odeur de vin et de restes réchauffés. Je suis resté immobile quand elle est remontée dans le lit. Je l'ai laissé penser que je dormais. Je l'ai laissé croire que la distance était son imagination. Elle n'avait aucune idée qu'elle vivait dans les retombées de ses propres choix. Un après-midi, je l'ai surprise en train de fixer son reflet dans la porte du micro-ondes. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte, pas plus mince, juste diminuée. Quelque chose ne va pas, a-t-elle dit à personne en particulier. Je le sens. Je me suis placé derrière elle, j'ai posé mes mains doucement sur ses épaules. Tu te fais probablement des idées, ai-je murmuré. Mais nous savions tous les deux la vérité. Elle avait raison. Quelque chose n'allait pas, et elle était la dernière à savoir à quel point c'était allé loin. Elle l'a trouvé par accident. Un brouillon de mail que j'avais oublié de fermer. J'avais laissé mon ordinateur portable ouvert sur le bureau. Négligent, peut-être. Ou peut-être que quelque chose en moi voulait que le masque tombe. Elle est entrée silencieusement. J'étais en haut, en train de me raser. Et au moment où son souffle s'est coupé derrière moi, j'ai su. Léna se tenait au bas des escaliers, l'ordinateur portable serré contre sa poitrine comme une preuve dans un procès qu'elle ne s'attendait pas à perdre. Sa voix tremblait. Qui est Riz ? Je suis descendu lentement, une serviette autour du cou. Quelqu'un que j'ai engagé. Pourquoi ? Je n'ai rien dit. Elle le savait déjà. Ses doigts se sont resserrés sur l'ordinateur. Sa bouche s'est tordue d'effroi. Tu m'as espionné ? Non, ai-je répondu calmement. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait crier, mais rien n'est sorti. Pourquoi, a-t-elle finalement murmuré. Je suis passé devant elle, je me suis versé un verre d'eau à l'évier. Tu n'as jamais montré de remords, Léna. Tu as pleuré parce que je suis parti, pas parce que tu m'as fait du mal. Ce n'est pas vrai, a-t-elle lancé, la voix s'élevant. J'ai essayé de réparer ça. Tu as fini par tout avouer, ai-je dit en sirotant, après que je t'ai donné toutes les chances de mieux mentir. Son visage s'est décomposé. Alors quoi ? C'était une sorte de piège ? Tu as tout simulé juste pour m'humilier ? Non, ai-je dit en posant le verre. Il ne s'est jamais agi d'humiliation. Je me suis retourné pour lui faire face complètement maintenant, les lumières de la cuisine projetant de longues ombres entre nous. Il s'agissait de contrôle. Elle m'a dévisagé comme si j'étais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Peut-être que je ne l'étais plus.
Je voulais que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti. Impuissante, confuse, déconnectée de ta propre réalité. Je voulais que tu remettes en question chaque regard, chaque silence, chaque invitation manquante. Les mains de Léna tremblaient alors qu'elle posait l'ordinateur portable. Tu prépares ça depuis des mois. Oui. Tu n'allais jamais me pardonner. Je me suis approché. Le pardon n'a jamais été le but. Puis j'ai sorti la dernière enveloppe du tiroir et je l'ai fait glisser sur le comptoir. Impeccable, propre, lourde de sens. Les papiers du divorce. Sa main a plané au-dessus d'eux, figée. Je ne signe pas ça, a-t-elle dit. J'ai haussé un sourcil. Tu n'en as pas besoin. Ils sont déposés quoi qu'il arrive. Ses yeux ont lancé des éclairs. La colère. La panique. Elle était en train de perdre pied maintenant. Tu penses que ça te rend noble? Que tu es une sorte de vengeur? J'ai haussé les épaules. Non. Juste préparé. Un temps de silence s'est étiré, tendu et vibrant. Puis sa voix s'est brisée. As-tu la moindre idée de ce que ça va me faire? Mon travail, ma réputation, ma famille. Toutes des choses que tu as pesées à la légère quand tu t'es penché pour embrasser Brent dans ce parking. Les mots ont tranché net. Elle a reculé comme si elle avait été giflée. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle murmuré. On peut encore arranger ça. Je l'ai regardé un long moment et, une fraction de seconde, j'ai presque cru voir la femme en qui j'avais confiance autrefois. Celle qui enroulait ses bras autour de moi et riait comme si j'étais son histoire préférée. Mais cette version d'elle était morte sous les arbres. Je l'ai déjà arrangée, ai-je dit. Et puis je suis parti, pas par la porte, juste assez loin pour laisser le silence résonner à ses oreilles. Parce que ce n'était pas la fin. C'était le moment où elle a réalisé qu'elle n'était plus celle qui tenait le stylo. Après que les papiers aient atterri sur la table, rien n'a explosé. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte qui claque, pas de grande démonstration de chagrin, seulement une longue et silencieuse décomposition. Nous vivions toujours sous le même toit, techniquement, mais notre maison avait changé. Elle n'avait plus de centre, juste deux corps en orbite qui ne se touchaient plus. Léna a emménagé dans la chambre d'amis. Elle a essayé de faire croire que c'était temporaire, comme si c'était une phase gênante dont nous ririons un jour. Mais elle y a laissé sa brosse à dents, son oreiller, une écharpe qu'elle portait toujours au lit quand les nuits se rafraîchissaient. Elle nichait dans le déni. Et je l'ai laissé faire. Je préparais parfois le dîner. Je le mangeais en silence. Je laissais la vaisselle dans l'évier sans culpabilité. J'ai arrêté de plier son linge. Son téléphone sonnait moins. Ses SMS vibraient moins souvent. La plupart restaient sans réponse. Elle a arrêté de poster des photos. Et le silence, il a commencé à lui peser. Un soir, je l'ai trouvée assise au bord de notre lit, notre ancien lit, faisant défiler sans but son téléphone, le visage pâle et tendu. Il m'évite, a-t-elle murmuré sans lever les yeux. Qui? Elle n'a pas répondu. Mais je savais, ses collègues. Ses amis. La conversation de groupe qui s'illuminait autrefois de GIFS et de projets de brunch était devenue sombre. Un chef de projet qu'elle avait autrefois encadré avait été promu à sa place. Les RH n'avaient rien dit directement, mais ils l'avaient retiré d'une présentation clé sans explication. C'est comme ça que commence l'exil d'entreprise. Des chuchotements, des réaffectations, des retraits polis de la scène publique. Elle a levé les yeux vers moi alors, les yeux vides. As-tu envoyé quelque chose au bureau? J'ai soutenu son regard et je n'ai rien dit. Sa gorge s'est nouée comme si elle essayait de ravaler l'émotion qui montait. Tu détruis ma vie, a-t-elle murmuré. J'ai penché la tête. Non. Je la laisse simplement se révéler. Elle a cligné des yeux comme si cela faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Sa mère a cessé d'appeler. J'ai entendu le message vocal un matin alors qu'elle avait oublié de fermer la porte. Je ne sais plus quoi dire, Léna. Peut-être que tu devrais venir rester avec nous un moment. Ça n'a pas l'air sain. Appelle-moi quand tu auras les idées claires. Elle l'a écouté 3 fois. N'a jamais répondu. Bientôt, même le chien a commencé à préférer mon côté de la maison. Elle a essayé de l'attirer dans sa chambre avec des friandises. Il les prenait, puis retournait au salon, se blottissant à l'endroit près de mon fauteuil comme s'il comprenait que les choses avaient changé. Et je continuais à me présenter à chaque moment comme si de rien n'était.
Je lisais au comptoir de la cuisine. J'allais courir tôt le matin. Je sifflotais doucement sous la douche. Chaque geste calme, composé. Mais ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la structure. C'était moi qui étudiais le navire que je pensais autrefois qu'elle avait coulé. À la 3e semaine, Léna a commencé à faire les 100 pas dans le couloir la nuit. Je l'entendais à travers les murs fins, des pas pieds nus, en boucle douce, comme si elle essayait d'échapper à ses propres pensées. Je ne lui ai pas demandé si elle allait bien, parce que je savais déjà qu'elle n'allait pas bien, et ce n'était plus mon travail de la réparer. Elle n'avait toujours pas signé les papiers du divorce, mais elle ne les avait pas non plus renvoyés. Ils étaient restés intacts sur la table de la salle à manger. Certains jours, je la trouvais en train de les fixer comme s'ils étaient un puzzle sans coin. Mais nous savions tous les deux ce qu'ils étaient. Un miroir. Un miroir dans lequel elle ne pouvait pas regarder sans voir ce qu'elle avait perdu et ce que j'étais devenu. C'était un mardi. Le genre de matin ordinaire qui ne vous prévient pas qu'il est sur le point de devenir inoubliable. Je me suis levé tôt, j'ai préparé du café, j'ai sorti le chien. Le soleil a percé nettement sur le comptoir de la cuisine pendant que Léna dormait encore dans la chambre d'amis. Son insomnie la poussait ces derniers temps à des matinées agitées vers 3 heures du matin. Au moment où je suis rentré, je savais déjà ce que j'allais faire. Pas de confrontation, pas de doute, juste tourner la page. J'ai imprimé la dernière pièce. Une ligne de dialogue tirée directement de notre séance de thérapie enregistrée. Sa voix, claire et irréfutable. Il est trop faible pour faire quoi que ce soit. Il me pardonnera. Il le fait toujours. C'était sa phrase, sa vérité. J'ai plié la feuille de papier proprement et je l'ai posée sur le paquet de divorce, toujours intact, sur la table de chevet de la chambre d'amis. J'ai ajouté une autre note, manuscrite. Maintenant, c'est moi qui en ai fini. Puis je suis parti. Pas de grande sortie. Pas de sac à la main. Je n'avais pas besoin d'un claquement de porte dramatique, juste des pas silencieux et une quiétude qui avait été méritée. Parce que ce n'était pas une punition, c'était une proclamation que tout ce qu'elle pensait contrôler lui avait glissé des doigts au moment où elle m'avait sous-estimé. Plus tard dans la journée, elle l'a trouvé. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux l'imaginer comme un tableau. Ses doigts endormis effleurant le papier jusqu'à ce qu'elle voie ses propres mots la dévisager. L'horodatage, la vérité calme, puis la réalisation qu'elle n'avait pas seulement été enregistrée. Elle avait été étudiée. Et le dernier chapitre avait été écrit sans sa permission. Elle n'a pas appelé, n'a pas texté, ne m'a pas poursuivi dans l'allée comme un dernier acte de désespoir. Au lieu de cela, la maison est tombée dans le silence. Thomas est venu me chercher 1 heure plus tard, a jeté mon sac dans le coffre sans dire un mot. Il m'a regardé dans le rétroviseur et a demandé une seule fois, « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête, et c'en était fini. Cette nuit-là, je suis resté dans une location tranquille à la périphérie de la ville, propre, sobre, sans souvenir, juste des murs blancs et une lampe qui fonctionnait. Le divorce a été déposé électroniquement. Ma boîte de réception a sonné avec une confirmation, signée, déposée, initiée. Et avec elle, tout ce que j'avais porté avec moi. La rage, le doute, le besoin de réponse, tout s'est effacé dans le clic d'un document numérique. Non pas parce que je voulais encore me venger, mais parce que j'avais enfin gagné quelque chose de plus grand que ça, la paix. Léna n'a jamais répondu au papier. Pas d'excuse finale, pas de confession dramatique, seulement le silence. Mais je savais que ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une reconnaissance. C'était sa façon de dire, « Je vois ce que tu as fait. Je vois qui tu es devenu, et je ne peux pas défaire ça. » 1 an plus tard, je me promenais dans une exposition de design à Seattle, une main reposant confortablement dans la mienne. Ava, conservatrice de galerie, conférencière à temps partiel et la seule personne qui ait jamais posé plus de questions qu'elle ne donne de réponses, a penché la tête devant une installation en cuivre et en verre. On dirait une cathédrale déconstruite, a-t-elle dit. J'ai souri. Ou un mariage. Elle a eu un sourire narquois. Le tien ou celui de l'artiste ? J'ai juste ri et j'ai laissé la question en suspens. Nous nous sommes déplacés lentement dans l'espace, la lumière du soleil filtrant à travers les panneaux du plafond, les voix douces, tout propre et tourné vers l'avenir, comme si la vie avait tourné la page et oublié le chapitre précédent. Mais je n'avais pas oublié. Je l'avais juste terminé. Vers le fond de l'exposition,
près d'une installation moderniste intitulée « Fracture plus forme », je l'ai vue. Léna. Debout, seule. Elle était plus mince, pas de manière dramatique, mais assez pour que je remarque. Sa posture avait changé aussi, les épaules légèrement rentrées. Ce balayage rapide de la pièce qu'elle faisait autrefois quand elle avait besoin de mesurer qui comptait encore. Elle m'a vu avant que je ne puisse décider de détourner le regard. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, non pas pour parler, juste par reconnaissance, par souvenir. Ava n'a rien remarqué. Elle était déjà perdue dans une sculpture en forme de colonne vertébrale qui se défait. J'ai donné une petite pression à sa main et j'ai fait un geste vers le chariot à expresso. Je vais nous chercher quelque chose, ai-je dit. Je me suis retourné, j'ai traversé le sol poli, et pendant un instant, Léna et moi étions seuls dans l'espace entre deux structures brisées. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas fait semblant. Salut, a-t-elle dit doucement. Salut. Ses yeux sont tombés au sol. Tu as l'air bien. Merci. Une longue pause. J'ai perdu mon travail, a-t-elle murmuré, comme si les mots piquaient encore à dire à voix haute. Après que tout soit sorti. Discrètement, bien sûr. Mais je pense qu'ils attendaient juste le bon moment. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle a tressailli à ça. Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout, a-t-elle murmuré. J'ai soutenu son regard, calme, impassible. C'est pour ça que ça a marché. Ses yeux ont brillé. Tu as tout planifié, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Pas vraiment. Je n'en ai pas eu besoin. Elle a baissé les yeux sur sa main vide. Pas de bague, pas d'invitation à retourner à la vie qu'elle avait autrefois dirigée. Est-ce que quelque chose de tout ça a été réel, a-t-elle demandé. J'ai penché la tête. Tout, ai-je dit doucement. C'est pour ça que ça a fait mal. Et puis je me suis retourné et je suis parti. Plus tard, en sirotant un café avec Ava alors qu'elle décrivait une sculpture avec des métaphores vives, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le retour de l'espoir, exactement, mais le doux bourdonnement de la stabilité. La paix n'est pas bruyante. Ce n'est pas un hymne triomphal qui retentit après la tempête. C'est l'absence de chaos. C'est regarder la personne qui vous a brisé se tenir au milieu des décombres qu'elle jurait ne jamais exister. Et ne rien ressentir. Pas de haine, pas de victoire, juste un achèvement. Léna ne s'est pas effondrée d'un coup. Elle est tombée par étapes, et chaque étape de cette descente était dessinée sur papier bien avant qu'elle ne remarque les murs s'effriter. Certains appellent ça de la vengeance. Moi, j'appelle ça de l'architecture.